Laurent Dubreuil, Marc Durand avec vous pour cette autre édition des deux côtés de la médaille. Laurent, tu es présentement à quel endroit? Je suis à Calgary. On vient de finir la première Coupe du Monde post-pause de Noël. Ouais, Puis on voyage demain à Milwaukee pour une autre Coupe du Monde la semaine prochaine. c'est bon. Alors, comment ça s'est passé pour toi? Ça a relativement bien été. C'était mes premières courses en 2 mois. Depuis la première Coupe du Monde de l'année, la deuxième, j'avais patiné debout, mais c'était pas des vraies courses là, à cause d'une blessure. Puis j'avais pas Hmm. patiné de course depuis. Donc j'ai fait quelques petites erreurs ici et là, mais quand même fini cinquième aux 500 mètres, puis on a fini quatrième au sprint par équipe. Fait que j'ai quand même eu des bonnes courses. Même 11e au 1000 mètres, c'est pas trop pire pour moi non plus. Donc j'aurais aimé ça être un dixième plus vite au 500, ça m'aurait donné un podium, mais c'est facile à corriger pour les autres semaines, puis les jambes étaient relativement bonnes. J'aime ta confiance légendaire, convaincu que le meilleur est à venir. J'aime ça. C'est le fun. Bon, oui, il m'en reste encore une coupe de bonnes. Il reste beaucoup de courses cette année en plus. Tu sais, il y a 3 Coupes du Monde dans le prochain mois, 2 500 à chaque Coupe du Monde, puis les mondiaux après. Donc, pour nous, c'est vraiment, c'était juste le début. Puis d'être cinquième à un retour après une longue pause, c'est pas mauvais. Parfait. On reparle de ton équipe après notre thème musical et on accueille comme invité cette semaine la grande championne de rugby féminin, notre porte-parole par excellence depuis maintenant presque 15 ans, je dirais, peut-être plus, on vérifiera ça avec elle, Karen Paquin. Vous écoutez les deux côtés de la médaille. Les deux côtés de la médaille. Un balado sportif avec Laurent Dubreuil et Marc Durand. Une présentation de Chrono Aviation. Chrono Aviation, nolisé sans compromis. Alors, Laurent, elle est avec nous, Karen Paquin. Salut! Salut les gars. Hey, tellement content de te recevoir, Karen. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Mon premier souvenir de toi avec l'équipe nationale de rugby, mais je pense que c'était peut-être la première fois que je te rencontrais aussi, c'était à Toronto pour les Jeux Paname, où là, devant une foule endiablée, vous aviez planté les Américaines. Je ne me rappelle pas du score, mais c'était affreux. Et tu avais fait un tour du chapeau. Et j'ai encore la vidéo où tu es coiffé d'un chapeau de cow-boy. Je sais pas si t'es venu de où ce chapeau-là. C'était un bon Des moment bons pour toi, souvenirs. j'imagine. Ben oui. C'était un beau moment. À Toronto, c'était un super beau moment devant la foule à la maison. C'est ça. Hein. Puis courir, puis participer à des événements comme le rugby à la maison, ça arrive à l'occasion. Sur un grand plateau, ça arrive un peu moins, comme les Jeux panaméricains. C'est pas arrivé très, très souvent depuis ce temps-là. Hein. Non, puis c'était mes premiers jeux multisports, donc c'était spécial. Très bon, très bon. On parlait de Calgary. Laurent arrive d'une Coupe du Monde là-bas. Tu étais à la maison. Ça n'a pas bien été pour l'équipe. Hein? Une seule médaille, puis dans une épreuve qui n'est pas olympique. Est-ce que de jouer à la maison, de patiner à la maison, c'est un avantage ou un inconvénient pour vous? Généralement, on dit que c'est un avantage. L'an passé, le championnat du monde était à Calgary, ici, sur la même glace, puis on avait eu notre meilleure récolte de l'histoire en championnat du monde. On avait eu 10 médailles, 2 dans des distances non olympiques, mais ce serait 8 médailles aux Jeux, puis 8 médailles aux Jeux, on n'a jamais fait ça non plus. Au dernier jour, on en a gagné 5, puis c'était déjà très bon. Ouais. Donc, généralement, c'est un avantage, mais je veux dire, tu sais, la marge d'erreur est fine, puis une 5e place se transforme rapidement en podium ou l'inverse, si tu es dans une bonne journée ou non. Juste en fin de semaine, moi, j'ai fini 5e aux 500 mètres. Ivani a fini 4e au départ groupé. Graham Fish a fini 5e aux 10 000. Puis Isabelle Weideman a fini 5e aux 5000. Tu sais, on parle de... Moi, c'était un 10e. Les plus longues distances, on parle de quelques secondes, mais sur une course de 13 minutes, 2 secondes, tu refais la course le lendemain, puis peut-être qu'il finit 3e. Donc, c'est vraiment des petites différences. Puis, au final, je pense pas que c'est si inquiétant que ça. C'est sûr que c'était pas les résultats qu'on aurait voulu, mais le plus important, ça reste évidemment les championnats du monde en mars, puis les Olympiques dans 1 an. Puis je pense qu'on a encore le calibre pour bien faire là. Mais c'est sûr que notre équipe n'est pas, elle rajeunit pas. Là. C'est les mêmes personnes depuis 10 ans, puis il y en a qui... Ouais. La plupart, en fait, on est passé notre prime, si on veut. Là, je veux dire, Ted Jan Blummen, il est médaillé des mondiaux l'an passé. Il y a des chances de gagner les médailles encore. Mais je veux dire, il a gagné les Jeux en 2018. Là, ses meilleures années, c'est la saison 2017-18. Il y a 37 ans, là, c'est une grosse demande quand même à son âge. Ivani a 34. Pas pour les Pays-Bas à ce moment-là? Il n'était pas pour la Hollande à ce moment-là? Non, il était déjà pour le Canada. Ouais, c'est OK, plus tôt mais dans sa ça doit carrière. être Il a facile. gagné les Olympiques pour le Canada. C'est peut-être ça fait 10 ans à peu près qu'il est au Canada. Mais c'est beaucoup de gens qui sont dans la trentaine, du mauvais bord de la trentaine, comme on dit. Puis en patin, la plupart des gens... Si je regarde aux 500 mètres, moi, dans le top 20 mondial, il y a
Il y a un gars de 30 ans et plus, c'est moi, j'ai 32. Là. Les deux meilleurs au monde en ce moment, ils ont 20 ans. Fait que, c'est des grosses commandes, mais je pense qu'on est encore capable pour une année ou deux de rivaliser. On compte sur toi, on compte sur la relève. J'étais content de voir Béatrice Lamarche dans le trio féminin qui a remporté cette médaille d'or. Exact. Puis Béatrice qui a eu son meilleur résultat en carrière au 1000 mètres, a fait son premier top 10 en Coupe du Monde en carrière, a fini 8e. Donc, il y a des gens qui ont eu des très bonnes courses, mais nos meilleurs, nos vraies bonnes chances de médaille, ils ont tous au-dessus de 30 ans ou presque. Puis, c'est difficile d'être bon à l'année, mais on en a gagné cet automne des médailles, puis je suis convaincu qu'on va en gagner dans les prochaines semaines encore. Karen, 37 ans. Laurent, tu es encore jeune. Tu trouves ça vieux, 32, arrête. Ben, je veux dire, comme quand je regarde les résultats, les meilleurs au monde, ils ont en moyenne 8 ans de moins que moi. Là. Fait que je suis le seul au-dessus de 30 ans, puis je suis le seul qui a des enfants dans les bons 500 mètres. Fait que c'est pas la même génération en dessous là. Karen, qui est dans l'équipe encore du rugby à 15. Peut-être une dernière année pour toi, Karen, mais quand même, c'est quoi le secret de ton succès? Parce que c'est un sport, je pense, assez physique, hein? C'est un sport assez physique, le rugby, oui. Très différent, peut-être plus imparfait définitivement que le patin de vitesse, mais c'est sûr que la clé du rugby, c'est qu'il faut que tu continues à aimer ça, il faut que tu prennes soin de ton corps, soin de ta tête. Puis au final, ben c'est ce qui fait la différence sur, je pense, la longévité. On voit des athlètes qui arrivent qui sont très prometteurs, mais qui ne restent pas nécessairement dans le sport. Mais moi, ben j'aime encore ça, tout simplement. On parlait d'âge tout à l'heure, puis c'était peut-être ce qui vous était arrivé aux Jeux avant les derniers. Là, j'ai un blanc de mémoire à Pyeongchang, c'est ça, à Pyeongchang? À Tokyo, c'était les Jeux du COVID. Oui, c'est ça, ouais. Pardon? À Tokyo, c'était les Jeux du COVID, fait que c'était un peu... Tout était mélangé, les cartes étaient toutes mélangées. Effectivement, c'était tes derniers, je pense. Puis les derniers, tu les as passés au micro de Radio-Canada, puis ça a été pour une bonne cause, hein? Un beau podium pour le Canada. Un beau podium, puis un podium un peu surprise. Je pense que les filles, les jeunes, la prochaine génération vraiment a fait son entrée pendant ces Jeux, puis elles ont ramené une belle médaille d'argent. Ça a été leur meilleur résultat en 3 ans, donc c'était vraiment, vraiment génial de pouvoir commenter ça. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Ah ouais, puis tu étais excellente, tu étais enthousiaste. C'est très intéressant de t'entendre. On dirait que tu as fait ça toute ta vie, mais j'imagine que quelque part, quand on est athlète, puis Laurent étudie dans le domaine également, on a un peu ce réflexe-là, hein, de même sans le dire, on commente un peu ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. On analyse, c'est clair. C'est certain. Écoute, tu es en rugby à 15, puis pour les gens qui nous écoutent, qui se disent, ben là, tu as peu, rugby olympique, rugby à 15, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Et dans ce sport-là, tu évolues encore. Alors, la grande différence entre les deux? La grosse différence, le temps passé sur le terrain, rugby à 7, on parle de 14 minutes, rugby à 15, on parle de 80 minutes, et le nombre de personnes qui sont sur le terrain pour une seule équipe. Donc, on a évidemment 15 joueurs en même temps qui vont fouler le terrain. Les règlements sont très similaires, mais les stratégies vont être complètement différentes par ces deux données-là qui sont changées. C'est vrai. Alors, c'est le courte piste versus le longue piste, Laurent. Je veux dire, j'imagine dans le sens que c'est deux sports différents que les gens différencient pas à moins de connaître ça vraiment. Mais corrige-moi si je me trompe, Karen, mais de ce que j'ai cru comprendre, vu qu'il y a moins de monde, rugby à 7, les games sont plus courtes, mais c'est beaucoup plus rapide, axé sur la vitesse. Puis que rugby à 15, c'est plus physique. Là. C'est comme des jeux au sol au football. Là. Ça se rentre plus dedans de proche. Je veux dire, j'ai-tu bien compris ou? C'est pas pire. Pas pire. Je t'ai écouté à la télé. En tout cas, on les a regardés, les matchs de rugby au début des Jeux. Ça nous a lancé nos Olympiques. Ouais. Mais c'est ça, nous, longue piste, c'est vraiment, tu fais ta propre course contre la montre sur une piste plus longue. Puis courte piste, c'est un sport plus extrême où il y a des dépassements, des accrochages, des chutes. Donc, c'est un profil d'athlète différent dans le sens que il y en a qui peuvent faire les deux. Il y en a qui ont fait les deux. Toi, tu as fait les deux. Ben, j'ai fait les deux. J'ai grandi en courte piste, mais j'ai parlé à Karen. Ah, c'est ça, c'est bon. Moi, j'ai grandi en courte piste, mais j'ai rapidement choisi que j'aimais mieux le longue piste. Mais tu sais, je pense qu'en rugby, il y a peut-être un peu plus de crossover. Nous, c'est quand même rare, les gens qui font les deux, surprenamment. C'est vrai, hein? Ouais, c'est vrai. Dans mon temps, il y avait un peu moins de crossover au niveau du rugby. Mais maintenant, là, il y a vraiment une volonté de la Fédération de se développer sur les deux plateaux parce qu'on voit tout le succès que ça peut amener. Puis je pense que le succès olympique de Paris était vraiment basé sur le fait que les jeunes se sont développés en même temps sur les deux plateaux. Puis ça a tombé en place, là.
justement pour une médaille aux Jeux. Donc, c'est payant de faire les deux. C'est pas nécessairement tout le monde qui est capable, surtout quand on regarde les joueuses de 15, là, ils ont des physiques qui sont un peu plus extrêmes là, que du 7, où tout le monde est un petit peu plus dans le même format. Mais quand même, on se développe très bien. Mais je suis content de t'entendre dire ça parce que je me rappelle, à un moment donné, tu étais un petit peu en brouille avec ta fédération, pas nécessairement sur tous les aspects, mais entre autres, tu disais faut que les filles, entre autres, jouent les deux. C'est pas vrai qu'on va juste faire du 7 ou juste faire du 15. Et puis, ce que tu me dis finalement, c'est ça qu'on a fait et ça a été payant. Oui, puis moi, je me suis battue longtemps un peu pour qu'on aille dans cette direction-là. Puis j'ai finalement trouvé un peu d'écoute là, au travers de la fédération. Puis on a travaillé justement la dernière stratégie, elle était vraiment basée sur ça. Elle est vraiment basée sur ça. On est en plein dedans. Puis on voit à quel point c'est payant. Présentement, du côté féminin, là, nos programmes de 15 et de 7 sont très, très, très performants. Donc, c'est encourageant de voir que la stratégie, en fait, elle est bonne. Elle méritait d'être tentée. Est-ce que maintenant, au niveau collégial et universitaire, tu es entraîneur, entre autres, avec le CNDF, donc une école collégiale à Québec. Est-ce qu'on pratique le 7 ou c'est encore une fois exclusivement du 15? Bien, cette fois-ci, pour l'instant, on pratique du 12. C'est une version du 15 modifiée pour accommoder là, les quantités de personnes qu'on peut avoir là, au niveau du développement du sport. C'est sûr que nous, au CNDF, on serait prêts à faire du 15, mais c'est pas nécessairement tous les cégeps qui seraient prêts à emboîter le pas. Mais on a vraiment vu dans les 2 dernières années, au niveau du collégial, une augmentation de la maturité du jeu. En soi, là, de la densité, les jeunes sont intéressés par leur sport et ça devient de mieux en mieux. Donc, j'espère que si c'est pas la saison prochaine, ben peut-être que l'autre d'après, on transige vers du rugby à 15 au niveau du collégial. Le sport est toujours populaire, Karen? Oui, puis tu sais, moi présentement, je suis dans mon recrutement pour l'année prochaine, puis je sens vraiment un engouement qui grandit. La passion, elle est là chez les jeunes. Puis bizarrement, même dans des écoles que parfois qu'il n'y a pas de rugby là au secondaire, il y a vraiment des jeunes qui veulent venir faire du rugby au collégial, qui aiment ça. Puis on a toujours des personnes qui arrivent un peu sur le tard, qui sont des athlètes de d'autres sports qui découvrent ça. Donc, ça reste un sport qui est accessible même au niveau collégial, mais c'est sûr que ça devient là, de plus en plus physique, si je peux dire, pour commencer au niveau du collège. Laurent, as-tu des questions? Parce que moi, j'en ai 1000. Ah, vas-y, continue. Karen, est-ce que c'est vrai que le rugby est aux femmes ce que le football est aux hommes ou aux garçons, si on veut, au niveau scolaire? Bien, je pense que oui, parce que sous plusieurs aspects. Le premier, c'est que c'est des grosses équipes, c'est des sports qui génèrent des équipes de plusieurs personnes. Donc, on a vraiment une diversité au niveau des demandes physiques, au niveau des corps, au niveau des demandes athlétiques. Fait que là-dessus, c'est sûr que ça ressemble au football. C'est un sport de contact. Fait que c'est sûr qu'on va rejoindre une catégorie de personnes qui aiment ça se rentrer dedans. Puis au niveau scolaire aussi, c'est un peu le même effet que le football. Ça garde des jeunes à l'école. Je le vois au travers de mon programme. J'ai des jeunes qui viennent de finir leur DEC, qui ont leur diplôme en main, ils s'en vont à l'université, puis j'ai des parents qui me disent jamais qu'elles seraient allées même au collégial si c'était pas du programme de rugby. Donc, ça a quand même cette valeur-là, puis je pense que c'est établi depuis longtemps au niveau du football que ça garde des jeunes à l'école. Donc oui, je le dis sans hésiter que le football et le rugby, c'est deux parallèles qui sont similaires. Est-ce que les hommes pratiquent le rugby au Québec? Il y en a. C'est un petit peu moins développé, plutôt dans la région de Montréal, mais il y a beaucoup de jeunes garçons qui veulent tenter le rugby. Beaucoup de monde qui arrive du football, ou est-ce qu'ils ont peut-être moins la chance de toucher au ballon, puis là, ils arrivent au rugby, puis ils ont le droit de tout faire, donc ils aiment ça. Mais ça se développe tranquillement, pas vite. Là. C'est assez développé à Montréal. Mais à Québec, c'est sûr que ça nous aiderait si notre grande université emboîtait le pas puis mettait une équipe de rugby là, au niveau du Rouge et Or, ça changerait la donne. C'est vrai, hein? Laurent, ça tente-tu? Non, moi, je suis pas dans la catégorie de gens qui aiment ça se rentrer dedans. Sinon, tu aurais fait du courte piste. Ouais, c'est ça. Sinon, j'aurais fait du courte piste, en effet, si j'avais aimé ça, que ça brasse un peu plus. Non, je veux dire, j'aime ça regarder le rugby aux Olympiques. Je connais pas particulièrement ça. J'étais un fan de football. Le football, oui, c'est ça que j'allais dire. Ouais. Mais c'est pas. J'ai jamais été attiré par
suis pas quelqu'un d'agressif dans la vie ou j'aime pas ça me foncer dans quelque chose, j'aime pas ça rentrer dans quelqu'un. Non, j'aurais pas fité dans un sport tough comme ça, personnellement. Est-ce qu'il faut être agressif, Karen, pour jouer agressif dans le sens méchant? Avoir du méchant dans. Ça prend un petit peu de méchant. Le rugby, c'est un sport pour tout le monde, mais il faut que tu ailles un petit peu de. Le grit qu'ils disent en anglais? Un petit peu de rentrer dedans. Là. Ouais, ça me manque, moi, personnellement. Qu'est-ce que tu dis aux parents, aux filles qui disent ouais, mais tu sais, les commotions cérébrales, là, ça me tente pas trop? Ben, au niveau des commotions, nous, moi non plus, ça me tente pas trop. Premièrement, notre objectif, c'est pas d'en faire. Mais on établit des choses pour prévenir un petit peu les commos. On fait quand même du travail là, au niveau physique, au niveau du cou, au niveau de la technique pour plaquer correctement. Puis, on est capable de diminuer les facteurs de risque quand même beaucoup juste en faisant ces petites choses-là au quotidien. Puis quand moi, je travaille un petit peu aussi dans les écoles secondaires à donner des bonnes habitudes. Je coach un peu les coachs. Puis c'est ça que je leur dis. Je leur dis, faites-leur un petit entraînement de cou à peu près 2 fois par semaine avant leur entraînement. Puis on voit un changement là, au niveau des facteurs de risque, des commotions, des blessures. Après, c'est sûr qu'une fois qu'il y en a une, ben il faut la traiter correctement puis prendre le temps d'enlever la gêne du terrain. Mais c'est ça. Il y en a eu moins, à mon avis, au niveau secondaire l'année passée. Puis dans mon équipe, j'en ai eu vraiment, vraiment beaucoup moins là, des dernières années. Donc, ça s'en va dans le bon chemin. Mais c'est ça. Ça reste que c'est un sport de contact. Évidemment. C'est comme dire, veux-tu faire du ski puis pas tomber. Mais tu tomberas jamais, c'est ça. Donc, ça n'arrivera pas, effectivement. Et puis, c'est ça. On a souvent cette crainte-là, puis on entend parler des réticences, mais comme tu l'as dit, quand c'est bien fait, je sais qu'en volleyball, là, c'est peut-être une anecdote qui ne marche pas, mais on va leur montrer à plonger pour faire les fameuses crêpes lorsqu'on plonge avant que le ballon touche au sol. On leur apprend comment rouler après. Comme ça, ben, les risques de blessures sont un peu moins graves, évidemment, sont moins présentes lorsqu'on fait des choses comme ça. J'imagine, comme tu l'as dit, on apprend à plaquer, on sait où placer les épaules puis le corps vis-à-vis l'autre. Exactement. Puis on apprend à tomber aussi parce que souvent, une commotion ne va pas nécessairement se faire dans le contact, elle va se faire en tombant au sol. Donc, c'est de l'apprentissage. Puis de la solidité aussi. Là. Moi, je dis souvent, quand ils arrivent, des fois, on dirait que leur cou, c'est comme les bobbleheads qu'on met sur ces voitures. Là. Ben, faut que tu apprennes à muscler tes structures et les utiliser quand c'est le temps de tomber. Ça commence à quel âge le rugby scolaire? C'est-tu juste le secondaire au Québec? Oui, ça commence au secondaire. Il y a du mini-rugby qui est évidemment flag. Mais si on va dans d'autres pays, ils commencent le rugby plaquage beaucoup plus tôt parce que ça apprend aux jeunes à tomber plus tôt. Mais nous, c'est sûr qu'on commence au niveau secondaire, là, secondaire 1 à secondaire 5. Il y a les 3 catégories, Benjamin, Cadet, Juvénile. Ce que j'aime dans les deux cas, avec les 2 personnes avec qui je parle, toujours en athlète, c'est que vous allez vous redonner à votre sport. Karen, quand même médaillée olympique en rugby, Laurent médaillé olympique en passage de vitesse. Je sais, Laurent, tu veux redonner à ton sport après ta carrière. Tu le fais déjà pas mal. Karen, je crois que tu as un diplôme en génie chimique, c'est bien ça? Oui. À l'Université Laval. Est-ce que tu travailles toujours dans le domaine? Non, je coach à temps plein, moi. Coach à temps plein? C'est quand même un choix intéressant. En tout cas, pour le sport, c'est sûr. Pour toi aussi, j'imagine? C'est un choix que je fais, mais je dis que je suis un peu la plus chanceuse du monde dans le sens que c'est sûr que je pourrais aller travailler en génie, mais je suis pas sûre que je trouverais vraiment ma passion dans le monde des pâtes et papiers. Tu sais. Là, je travaille avec des jeunes qui aiment ce qu'ils font dans un milieu qui est super dynamique puis qui a envie là, de faire avancer mon sport. Donc, je me sens vraiment à ma place présentement. Est-ce que ça sera tout le temps ça à déterminer? Mais vraiment, pour l'instant, je suis heureuse dans ce que je fais, donc je me pose pas la question. Wow. Un peu comme toi, Laurent, tu as un entraîneur qui a participé aux Jeux olympiques. Depuis tes tout débuts, tu es avec lui. Quand un coach connaît la game, c'est sans doute plus facile à accepter les décisions. Hein? Oui, je suis d'accord. Je pense que l'expérience... mais je pense que le plus important chez un entraîneur, peu importe son pédigré d'athlète, c'est s'il est à l'écoute de ses athlètes, personnellement. Je pense que c'est une grande force de Grégor, mon coach. Il est très flexible en bien. C'est pas qu'il est mou, c'est qu'il est flexible. Il va nous écouter, il va vouloir ce qu'il y a de mieux pour chaque individu. Il y a beaucoup d'entraîneurs que
j'ai croisés là, de d'autres pays ou de d'autres entraîneurs canadiens à travers ma carrière qui sont plus rigides, c'est plus militaire, c'est comme tu rentres dans le moule, mais c'est pas tout le monde qui rentre dans le moule. Puis le programme qui fonctionne pour un fonctionne peut-être pas pour un autre. Tu sais, c'est un sport individuel, nous. Tu n'as pas besoin d'être collectif tant que ça. Là. C'est le fun de s'entraîner avec des gens, mais si mon partenaire d'entraînement, ça y prend, je dis n'importe quoi, un bain du vélo pour performer, puis moi, j'aime pas ça, puis ça fonctionne pas avec moi, puis ça me rend malheureux, ben c'était mieux d'avoir 2 programmes distincts, tu sais. Puis c'est pour ça, je pense que Grégor, ses athlètes l'aiment, puis c'est pour ça que moi, je travaille encore avec lui après 15 ans déjà. Puis, tu sais, tout notre groupe, cet hiver-là, la Coupe du monde de Calgary, on est 6 dans notre petit groupe de sprinteurs. Les 6, on était en Coupe du monde, on s'est tous classés. Wow. On ne fait pas tous la même chose. Là. On est 6, il y a comme 4 programmes différents dans le groupe, mais tout le monde a été performé parce que tout le monde fait ce qui fonctionne pour lui. Grégor Jelinek, l'entraîneur maintes fois récompensé, puis la preuve, c'est qu'il y a plusieurs athlètes qui ont remporté des médailles et des titres de championnat du monde. Karen, tu es quel genre de coach, toi? Je pense que je suis une coach. Les filles ont tendance à m'appeler maman, tu sais. Fait que je suis un peu... j'essaie d'être à l'écoute. Ouais. Par contre, j'ai quand même des barèmes clairs parce que, au niveau du rugby, probablement que la chose la plus importante, ça reste le collectif. Donc, développer l'esprit d'équipe, développer les qualités des individus, mais pour que ça amène au groupe. C'est vraiment important. Moi, je suis dans une tranche d'âge où ils sont dans une transition. Je les ai pendant 2 à 3 saisons, pas vraiment plus que ça. Donc, on est vraiment dans le développement de la base. Puis après ça, ils vont aller aller chercher plus de la performance quand ils vont passer au prochain niveau. Fait que c'est ça. J'essaie d'être une coach qui laisse une empreinte un peu plus positive parce que c'est sûr que je les ai pas longtemps. Mais c'est ça. Tu veux qu'elle continue aussi, là, c'est ça. Quand je coachais au baseball, je n'ai pas coaché à ton niveau, mais quand même, budget 3A. Et moi, mon but, c'était que la saison suivante, ils soient tous là. Exactement. Il y a encore la passion, là, quelque part. Oui. Qu'elles apprécient leur expérience au travers de l'équipe. Je fais pas, j'ai pas un gros impact sur est-ce qu'elles aiment le rugby en soi, parce que le rugby, c'est quand même quelque chose de très spécial. Mais quelqu'un qui aime le rugby, généralement, quand il s'en vient chez nous, il se trouve pas mal à sa place. Oui, c'est ça. Est-ce que toi, personnellement, tu vois comme une étape aussi, comme pour tes joueuses actuellement? Est-ce que tu espères éventuellement devenir entraîneur à un autre niveau? Pour l'instant, je vise pas nécessairement à m'en aller. Je vise pas non plus à aller en équipe nationale ou quoi que ce soit. Je suis un peu confortable dans mon petit chez moi. Oui, c'est ça. J'ai beaucoup voyagé dans les dernières années, puis je suis un peu tannée de ça. Donc, le fait d'être chez moi à Québec, connaître mes athlètes, en prendre soin, c'est quelque chose qui est vraiment plaisant. J'ai un super bon support au niveau du campus, donc j'ai pas vraiment envie de changer de place. Ah, puis écoute, on a plein d'exemples d'entraîneurs, entre autres universitaires, qui sont là depuis 20-30 ans, puis je prends l'exemple de Glenn Constantin, c'est déjà fait offrir des postes dans la Ligue canadienne de football. Il dit non, j'ai un aussi bon salaire ici, puis je suis bien chez moi, là. C'est le fun. Fait que d'aller vivre à Victoria, comme tu l'as fait comme joueuse, forcée d'aller t'entraîner là-bas pendant des mois parce que c'était une décision de l'équipe nationale, j'imagine que c'est pas ce que tu aimerais faire non plus. Pas pour l'instant. Je dis pas qu'un jour, l'appel du haut niveau viendra pas, mais... c'est rare, les femmes entraîneurs à haut niveau. J'en ai pas vu beaucoup. Sur les lignes de côté des matchs olympiques, je n'ai jamais vu. Il y en a de plus en plus, mais c'est sûr que là, présentement, on a justement une Canadienne, une Québécoise qui est à la tête de l'équipe nationale de rugby à 7. Je pense que c'est la première fois au Canada qu'on a une femme, là, Jocelyn Barrio, qui vient maintenant de reprendre le poste là, juste après les JO. Okay. Puis on a eu un tournoi juste en fin de semaine dernière. Les filles ont terminé dans le carré d'as, donc on voit déjà un résultat positif. Ouais. C'est cool, ça. Très cool. Ça. Ouais. Moi, une chose que j'aime, Laurent, du rugby, puis je me demande des fois si on ne devrait pas l'appliquer au soccer. Tu me diras ce que tu en penses, mais lorsqu'il y a quelqu'un, il y a une blessure sur le terrain, le jeu continue. Puis je me dis, pourquoi en soccer, ce ne serait pas la même chose? Ça pourrait. D'après moi, il y aurait moins... soccer, on va se le dire, c'est un problème, le soccer masculin surtout. Le soccer féminin, ça fait pas mal moins. Là.
ce qui est une bonne chose. Soccer masculin, des fois, mettons Neymar, c'est un des meilleurs joueurs de notre époque, mais il est pénible à regarder par bout. Là. Puis, d'après moi, les gars se blesseraient moins souvent si on continuait à jouer quand les gars tombaient. Là. C'est pas tout le temps un croisé antérieur déchiré quand ils sont par terre et ils se roulent de douleur. Là. La plupart du temps, quand l'arbitre siffle, il se relève assez rapidement après. Là. Effectivement. Karen, c'est vraiment le cas. On continue à jouer, j'imagine, dans certaines circonstances, on va l'arrêter, le match. Là. Oui, quand le jeu va se rapprocher de la blessure, évidemment, on va arrêter le match. Quand c'est une blessure qui a l'air très sévère, on va l'arrêter aussi, même s'il n'est pas nécessairement proche du ballon. Okay. Quand on a une suspicion de blessure très sévère, là, on arrête le match tout de suite. Si l'homme est en convulsion ou la femme est en convulsion, c'est ça, on arrête le jeu. C'est ça. Quelqu'un qui est en train de dormir à terre, là, généralement, on va se poser des questions. Donc, évidemment, c'est un peu à la discrétion de l'arbitre. Puis, on veut protéger pas juste les joueurs, les thérapeutes aussi qui embarquent sur le terrain, qui sont là, puis ça prend un petit peu de courage là, pour être thérapeute sportif dans le monde du rugby. Donc, on essaye de les protéger puis de les garder. J'ai pas vu de bloopers encore à ce sujet-là, mais j'imagine que c'est déjà arrivé. Ah, il y en a tout le temps un peu. Là. Ça peut arriver. C'est bon. On a plein d'autres sujets à discuter, mais juste avant, moi, j'ai une anecdote à vous raconter, puis elle est très vraie. Je suis en ondes à Radio-Canada en direct, et j'ai couvert un match amical entre l'équipe du Québec et une équipe de France. Je ne sais pas d'où ça sort, mais ça joue sur les plaines d'Abraham, et le pointage se termine, à moins que je me trompe, genre 109-0. Oui, ça fait longtemps, ça. Ah oui, il y a 15 ans à peu près. Ouais. Et puis, j'étais à Radio-Canada, donc je fais un résumé du reportage. Puis je commence en disant, écoutez, pour le Québec en rugby, c'est comme la Tunisie en hockey. En voulant dire, on n'est vraiment pas bon là-dedans. La preuve, on a perdu 109-0. Là, il y a des images. Je reçois un coup de téléphone. Monsieur Durand, je suis complètement insulté par votre propos. Je suis tunisien. Et vous savez, on a une équipe nationale. Écoute, je me fais ramasser. Puis là, je me dis, qu'est-ce que je t'allais dire là? Et finalement, c'était Samir Grib, l'entraîneur de soccer masculin, qui n'est pas du tout tunisien. Ah, OK, il niaisait. Il m'a niaisé solide, mais pendant 30 secondes, j'étais venu blanc. Bref, à ne pas refaire des comparatifs. Ah, c'est bon. Bon, on s'en va à la petite pause parce qu'on a un partenaire qu'on aime beaucoup, Chrono Aviation. Puis on revient immédiatement après. On parlera justement de sport dans les écoles. Je pense que ça affecte pas mal de monde dans le monde du sport. Un mot sur notre partenaire principal, Chrono Aviation. Spécialisé dans le nolisement d'avions, incarne la performance inégalée et le dépassement de soi pour ses clients. Rêvez grand et visez haut, c'est ce qu'ont fait Vincent et Danny Gagnon en 2012 en démarrant leur entreprise avec un seul avion à Québec. Aujourd'hui, de Québec à Saint-Hubert, 300 employés opèrent une quinzaine d'appareils dont le tout dernier peut transporter plus de 180 passagers. Mais au-delà des chiffres, Chrono Aviation, c'est une histoire de passion, de dévouement et de persévérance. Comme quoi, la rigueur, en affaires comme dans le sport, c'est gagnant. D'ailleurs, plusieurs équipes sportives choisissent de voler sur ses ailes pour sa sécurité, son confort et sa flexibilité. Mais surtout parce que chez Chrono Aviation, sky is not the limit. La récente décision du gouvernement du Québec de couper le financement pour l'accès aux gymnases des écoles en dehors des heures de classe a suscité de vives réactions dans le monde du sport. Sport Québec est sorti, la Ville de Montréal est sortie pour se plaindre de la décision. Ça fait boule de neige partout, il y a des échos dans toutes les fédérations sportives. Karen, tu es impliquée dans le monde scolaire avec le CNDF comme entraîneur en rugby. Quand tu vois ce genre ou tu entends ce genre de nouvelles-là, question de sous, évidemment, puis de sauver quelques dollars ici et là. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai de la misère à digérer ces choses-là. Je trouve ça, premièrement, on sait déjà que notre sport au Québec est un peu sous-financé. Pour moi, le sport, ça devrait être un droit qui est donné à tous les citoyens, pas juste les jeunes, mais à tout le monde de faire du sport. Puis je pense que c'était un moyen qui permettait aux acteurs du réseau de sport québécois de s'organiser pour que ça coûte pas trop cher puis qu'on fasse pas de la gestion de factures tout le temps. Je trouve ça triste de voir ça parce que c'est un peu pelleter le problème dans le cours, pas du voisin, mais du petit en dessous qui essaie de se débattre pour ça. Je trouve ça triste puis je trouve ça un petit peu insultant pour la population québécoise que c'est sûr que ça va finir, qu'il va y avoir des fédérations qui vont avoir de la misère à se trouver des endroits des terrains, ben oui, des terrains, des gymnases. Des piscines,
Je trouve ça. Puis ça va finir que l'offre va descendre, tout simplement. Oui. Puis je pense pas qu'on peut se permettre de bouger moins au Québec. Non. Laurent, toi, ta réaction? Non, justement, je suis allé chercher sur Internet quelques statistiques, là, puis juste comme... Selon l'Institut de la statistique du Québec, le taux d'obésité entre 2008 et 2021 chez les enfants a presque doublé. Il a passé de 8 à 14 %. Chez les adultes, il a passé de 16 à 23 %. Fait que c'est le même genre d'augmentation, peu importe la tranche de la population. On est moins en forme, on est plus gras qu'il y a 15 ans. Il y a 15 ans, c'était déjà pire qu'il y a 30 ans. Puis ça va être pire dans 15 ans si on fait rien. Puis là, c'est pas juste qu'on fait rien, c'est qu'on dirait qu'on s'en soucie moins que jamais. On ne devrait pas, comme tu dis, Karen, chercher à appeler la responsabilité d'aider les jeunes à bouger aux voisins. On devrait courir pour être le premier à vouloir aider que les jeunes bougent. Tu sais, c'est comme société, je ne pense pas qu'il y a grand-chose de plus important sur la santé physique, la santé mentale des jeunes. Un horaire d'un jeune, on l'a tous vécu, là, le secondaire, là, nos journées sont remplies. Là, on est à l'école toute la journée, on est assis, puis c'est important d'apprendre, mais bouger, c'est tellement bon pour le corps. Ça fait 3000 ans qu'on le sait. Les philosophes grecs le disaient, un esprit sain dans un corps sain. Puis là, le corps il est de moins en moins sain, malheureusement, au Québec. Puis, je veux dire, ça fait pitié. Je suis découragé quand j'entends ça également. Oui, puis j'ai pas trop lu là-dessus par rapport à d'autres politiciens, mais on s'est caché un peu. Mais entre autres, le directeur général de Soccer Montréal, Stéphane Clementoni, a manifesté, là, je reprends ses mots, son indignation. Et la mairesse de Montréal aussi. Il faut le dire que ça touche beaucoup la région de Montréal, entre autres. Pas tellement la région de Québec dont tu fais partie, Karen. C'est comme sectoriel, mais j'imagine qu'en bout de ligne, tout le monde va payer pour ça. Mais tu sais, si ça touche Montréal, ça touche quand même une proportion très, très, très élevée de Québécois. Ouais. Puis, j'ai de la misère à vivre avec le fait qu'on met toutes les choses dans des silos. On essaie de couper quelque chose, mais que finalement, ça a un effet sur la santé au Québec. Ça a un effet, je m'excuse, mais ça a un effet sur l'éducation. Aussi. Si ça, c'est pas la base de notre société de demain, j'ai de la misère à le comprendre. Nos jeunes qui ont de la misère à étudier parce qu'ils ne bougent pas assez, nos jeunes qui n'ont pas accès au sport, on pense que ça va faire des adultes actifs, on se met le doigt dans l'œil. Quelqu'un qui n'a pas accès au sport jeune dans sa vie, il ne touchera pas à un sport plus vieux. Ça arrive presque jamais. Fait que de couper ça dans un milieu comme Montréal, c'est ça. Les bras me tombent, tout simplement. C'est des petites décisions pour sauver des millions qui vont coûter des milliards dans 20 ans avec une population qui ne sera pas en santé. Je comprends vraiment pas. C'est comme si les jeunes n'ont pas le droit de vote, fait qu'on peut leur cracher dessus, puis c'est pas grave. C'est pas eux autres qui vont voter pour le prochain gouvernement, mais c'est vraiment dégueulasse comme décision. C'est vraiment niaiseux, c'est incompréhensible. On devrait investir dans le sport des jeunes. On ne devrait pas couper, on devrait rajouter, là. Mais c'est drôle, hein, parce que je vous écoute parler, puis vous avez tellement raison, évidemment, je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Mais j'imagine la même situation en art, au niveau culturel. On décide de couper les salles de cours pour l'utilisation des pianos, puis de les guitares, puis le théâtre et tout ça. Puis je dis pas ça méchamment, au contraire, mais je suis convaincu que le tollé aurait été monstrueux. Ça aurait été sur toutes les plateformes, ça aurait fait l'objet d'un débat public. Puis quand ça touche le sport, à part toi puis moi, puis de temps en temps, un DG de fédération sportive qui se lève la main, mais encore là, il faut lire le petit paragraphe dans le journal au complet. Ça ne touche pas les gens. On dirait qu'on n'est pas bien organisé en sport au Québec. Est-ce que ça vous avez un peu la même opinion? Moi, j'ai un peu cette opinion-là aussi, dans le sens que les fédérations, ils courent un peu après leurs sous, ils courent après leurs moyens. Puis quand tu cours après tes sous, ben, ton personnel, il est déjà étiré jusqu'à la corde. Puis l'autre affaire, tu as raison que l'art a accès aux médias beaucoup plus que le sport. Parce que la plupart des médias, ben, c'est de l'art. Fait que c'est... Ils sont près du culturel, c'est ça, exactement. C'est ça. Dans le monde culturel, ben, ça fait partie d'eux, tu sais. Alors que le sport, ben, on fait juste bouger du monde puis s'assurer que le monde soit un petit peu en santé, puis diminuer des facteurs de risque. C'est dur à quantifier, peut-être. Mais je vais dire comme toi, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas voter, les jeunes.
mais c'est pas une raison pour faire du sabotage dans leur jeunesse, dans le fait qu'ils vont grandir, puis ils vont grandir avec l'éducation qu'ils vont avoir au niveau de la littératie physique. On l'a vu en sortie de COVID à quel point ça a fait mal aux jeunes. La génération qui est sortie de ça, moi, j'ai vu la différence. Cette année, les jeunes avaient une littératie physique qui était plus grande que les jeunes il y a 2 ans. Wow. Et on l'a vu juste avec 2 ans où est-ce qu'il n'y avait plus rien qui se passait ou à peu près. Fait que c'est ça. Il faut faire attention aux petites décisions qu'on fait. On est déjà en pénurie de gymnases de terrain, d'installations pour bouger. C'est pas le temps de couper dans l'offre. On l'a vu en patin aussi, je suis 100% d'accord. Là, ceux qui étaient à un âge comme l'âge de développement, les années plus importantes dans les années de la COVID, les arénas c'était fermé au Québec pendant 1 an ou 2. Ça a fessé fort cette génération-là. C'est des jeunes qui avaient du retard sur les années d'avant et sur les années d'après qui sont venus. Là. C'est des cohortes qui n'ont pas sorti fortes en général parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se développer. Il y en a plein qui ont lâché en plus. Je veux dire, il y en a plein qui... Les clubs faisaient ce qu'ils pouvaient, mais nous, c'était, on va faire des entraînements sur Zoom à 14 ans, tu fais des squats dans ton sous-sol. Hey, les jeunes, il y en a plein qui ont lâché. C'est drôle, mais chapeau. C'est ça. Ouais, c'est ça. Chapeau à ceux qui ont continué. Nous, on le faisait sur l'équipe nationale, c'est notre travail, mais on trouvait ça plate en maudit aussi. Là. Fait que, à 14 ans, je comprends ceux qui ont lâché. Là. Mais on ne peut pas se permettre de continuer à en perdre. Notre population est de moins en moins en santé. Il y a 20 ans, on disait que les Américains étaient gros, mais on est gros comme les Américains d'il y a 20 ans. Notre courbe suit celle des États-Unis. Là. On n'est pas mieux qu'eux autres, on est juste décalés. Là. Puis on voit les problèmes de santé qu'ils ont, puis leur espérance de vie diminue pratiquement. Puis nous, ça n'ira pas en montant non plus si on continue à ne pas faire attention, puis à couper dans le sport. Je n'en reviens pas, on est un pays riche, on est une province riche. Couper dans le sport de la jeunesse, c'est la dernière place dans laquelle je couperais, voyons donc. Allez, j'espère que vous allez vous présenter en politique. J'aime votre discours. On ne sait jamais. Parce que c'est là que ça part aussi, hein, quand la politique veut. Quoique je suis convaincu qu'Isabelle Charest, qui avait d'ailleurs un plan de match à nous proposer, qui n'a jamais vu le jour encore, là, il y a 1 an, sur la politique du sport au Québec. Je m'imagine qu'elle s'est fait un petit peu ralentir par ce genre de décision-là, en sachant que ça s'en venait. Là. Et je m'imagine qu'elle ne doit pas être très, très heureuse de ces décisions-là. Ouais. Bon, ben écoutez, peut-être une bonne nouvelle. Là. J'ai lu qu'il y avait un sondage qui était sorti. Les jeunes eux-mêmes trouvent que ça n'a pas d'allure d'avoir autant accès à nos téléphones pendant les journées de classe. Alors, peut-être qu'il y aura une décision qui sera prise un peu comme, je crois, en Australie, ou même en Ontario, je pense. C'était en Alberta, je pense. En tout cas, je ne sais même plus. Quelque part dans le monde, on a maintenant interdit les téléphones aux jeunes du secondaire. Alors, pendant les heures de classe, à l'école, ça va peut-être faire bouger les jeunes plus un peu. Je sais pas s'ils vont bouger plus, mais ils risquent d'écouter plus en mathématiques. Là. Peut-être. Hey, écoutez, vous avez déjà pris beaucoup de votre temps important. Toi, tu t'en vas à Milwaukee. Karen, je ne sais pas ce que tu fais aujourd'hui. Moi, je prépare un voyage en France pour mes jeunes qui font du rugby. En France, en plus. Écoute, c'est un pays où le rugby est roi et maître là-bas. Là. Exactement. On s'en va direct dans le berceau du rugby, dans la région Bordeaux, Toulouse, Biarritz, Bayonne. Ça va être superbe. Et puis tu diras à l'équipe qui nous avait 105-0 qu'ils reviennent faire un tour. Je pense qu'on est meilleurs maintenant. Et c'est pas la même game. Je vais leur dire qu'ils envoient une équipe de filles voir qu'est-ce qui se passerait. Oh, ben non, vous les battez, les Françaises. C'est réglé. C'est réglé. Laurent, en terminant, on n'a pas parlé de la fin de semaine. On a parlé de la vôtre. Pas tant de ski acrobatique. Michael Kingsbury, 2 victoires. 2 podiums chez les... oui, absolument. En saut acrobatique, à Lac-Beauport, 2 podiums, 2 médailles de bronze. Médaille d'argent pour Lewis Irving, médaille de bronze pour Émile Nadeau. Voilà, sa 2e à Lac-Beauport en 2 ans. Et ski alpin, puis je pense que je vais te laisser le mot de la fin. James Crawford qui a remporté à Kitzbühel la fameuse, la Monaco du ski alpin, la descente masculine. Il y avait de quoi fêter, je pense. Exact. C'est Canadien. Possiblement plus prestigieux que les championnats du monde, en fait. Là, à Kitzbühel, c'est la Coupe du monde, c'est la descente. Puis une scène d'un bon vieux party d'un gars qui vient de gagner une grosse course qu'on va montrer à l'instant. OK. Ben. Donc, chapeau à Crawford. C'est pas une scène que je vois en patin de vitesse, mais je pense que ça prend un certain genre d'athlète en ski alpin. 140 km/h sur des skis, sur une piste glacée. C'est malade. Faut être assez craqué. D'après moi, c'est la façon de faire relaxer le système nerveux après, mais Crawford qui a gagné les meilleurs championnats du monde et une médaille aux Jeux olympiques également, donc il est pas mal notre meilleur en ce moment. Donc une victoire en Coupe du monde à Kitzbühel. J'imagine qu'on la fêterait comme ça, nous autres aussi.
Ben, c'est ce que j'allais dire, Laurent. Tu me promets que si tu gagnes une médaille d'or cette année en Coupe du Monde, au Championnat du Monde, je veux te voir en bédaine avec une bouteille de champagne ou de bière ou de. En Coupe du Monde, je te promets que je le ferai pas. Nous c'est un sport. Tu sais, eux autres, ils descendent la côte. Là. C'est comme nous, il faut se propulser. Là. C'est un sport cyclique. Là. C'est comme tu verrais pas un cycliste du Tour de France virer une brosse après une victoire et une autre course le lendemain. Mais au championnat du monde, Marc, si je gagne une médaille d'or, je te promets une vidéo en bédaine après dans le bar en Norvège. Vous l'aurez entendu ici en premier. Chris, mon roommate Christopher, m'a dit qu'il va la filmer. C'est bon ça. Oui, il était d'ailleurs excellent dans ce domaine. Alors, merci Christopher. Merci Laurent pour ta présence encore une fois pour ce balado. Et Karen, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. C'est toujours un plaisir de te parler. Ben, c'est avec plaisir. Alors, probablement, tu l'as dit, dernière saison en rugby en tant qu'athlète? Dernière saison internationale, mais ça ne sera pas ma vraie dernière. Tant mieux. On aime ça t'avoir près du terrain, à côté ou dessus. Merci infiniment et à une prochaine pour tout le monde. Au revoir. Merci. Marc, merci Karen. Bye bye. Bye.